Donc, je vais reprendre avec la composante thématique de l'enquête. Je vais d'abord vous mentionner que, je pense que Patrick avait une information à partager sur l'accès. C'est ça, j'ai réalisé que c'était difficile. Moi, j'accède à toutes les semaines au moins. Puis, je vais dans le moteur de recherche de StatCan, je tape ESCC, puis je me rends. Le premier lien en haut, c'est la page aperçue de l'enquête. Donc, je trouve ça beaucoup plus facile que de faire ce chemin-là. Ça permet de voir, de voir le paysage. Bon, s'il n'y a pas d'autre chose de nouveau qui s'est greffé. C'est ça, voilà. OK, merci. Donc, on m'a aussi informé que l'enregistrement n'avait pas fonctionné pour la première partie. Alors, si jamais vous vouliez retourner en ligne, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais là, ça va fonctionner à partir de maintenant. Je vais aussi vous mentionner que je ne suis pas, je vais faire de mon mieux pour répondre à toutes les questions que vous aurez par rapport à la composante thématique, mais c'est une équipe complètement différente qui travaille sur cette composante-là de celle qui travaille sur la composante annuelle. On est physiquement à la même place, mais ce sont en fait deux enquêtes séparées. Donc, je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions, mais si jamais je ne peux pas y répondre, je vais faire aussi de mon mieux pour donner un suivi puis parler aux gens qui travaillent sur ces enquêtes-là chez nous. Donc, juste pour vous rappeler, la composante thématique, c'est la composante du programme de l'ESCC qui va sur le terrain. Au tout début, on y allait aux 2 ans, puis maintenant, on y va aux 3 ans. Oups. Pas ça quand je prends la souris, je pense. OK. Donc, l'objectif de cette composante thématique-là, c'est d'étudier en détail un sujet ou un type de population précis. Donc, les sujets qui ont été couverts jusqu'à maintenant, il y a eu la santé mentale, la nutrition, le vieillissement en santé, dont la collecte se termine bientôt à la fin novembre. Puis, le prochain sujet sera la santé mentale. Un autre objectif, en fait, c'est d'encourager la recherche sur ces sujets-là et le développement de politiques. Le premier dont je vais vous parler, c'est la santé mentale. Il y a eu une initiative, on a fait la collecte, nous, en 2002, mais au début des années 2000, il y avait une initiative mondiale qui était menée par l'Organisation mondiale de la santé pour obtenir plus d'informations, de renseignements sur les données sur la santé mentale. Et donc, Statistique Canada a été aussi dans ce courant-là de besoins en données sur la santé mentale, et c'est de ça qu'est née l'enquête sur la santé mentale de 2002. Donc, l'objectif principal, c'était d'obtenir des prévalences de certains troubles de santé mentale. Et c'est ce qui fait que cette enquête-là est spéciale, c'est qu'elle nous a permis d'obtenir les premières estimations de prévalence de certains troubles de santé mentale principaux au niveau national, puis aussi au niveau provincial. C'est aussi pour établir des liens entre la santé mentale et différentes variables aux caractéristiques sociales, démographiques, économiques, géographiques. De faire un lien entre l'utilisation des services de soins de santé puis les besoins perçus en matière de santé mentale. Puis aussi pour voir quels sont les impacts de troubles mentaux sur les individus, mais aussi sur la société. La population cible, ici, on visait les 15 ans et plus qui vivaient dans un logement privé. Donc, les exclusions, c'est les mêmes, c'est pratiquement les mêmes pour une grande majorité d'enquêtes à StatCan. C'est qu'on ne va pas sur les réserves indiennes, dans les institutions, ce qui était une composante importante à prendre en compte ici pour l'enquête de santé mentale. Donc, on ne va pas dans les institutions. On ne va pas non plus interviewer les gens qui font partie des Forces armées canadiennes. Dans quelques régions éloignées non plus, on n'a pas pu prendre d'échantillons pour représenter ces régions-là. C'était une enquête qui était faite en face à face, donc l'échantillon venait de l'échantillon de la base aréolaire qui est faite pour l'enquête sur la population active. Et ça donnait des interviews autour de 65 minutes et on a obtenu un taux de réponse de 78 %.
Il y a eu aussi un supplément qui a été fait à cette enquête sur la santé mentale-là pour les Forces armées canadiennes. Eux avaient ajouté certains troubles de santé mentale pour lesquels ils voulaient mesurer la prévalence auprès de leurs employés, auprès de leur population. Alors, si on regarde le contenu, on a eu des modules de diagnostic, donc des modules qui ont permis d'identifier certains troubles, donc dépression, manie, troubles bipolaires, phobie sociale, agoraphobie. Le module de dépression, ici, c'est le module long, donc ce n'est pas le même qui fait partie de l'enquête annuelle. On a aussi mesuré des problèmes de santé mentale communs comme consommation d'alcool abusive, la détresse, troubles alimentaires, jeux pathologiques, etc. Puis, évidemment, on avait, comme dans toutes les enquêtes sur la santé, plusieurs modules qui permettent de connaître l'état de santé général de la population, puis aussi de mesurer certains corrélats pour les analyses plus poussées. Alors, le contenu était basé sur un outil qui avait, il se fonde en partie sur la liste de troubles mentaux retrouvés dans le World Mental Health Composite International Diagnostic Interview Instrument. C'est un instrument qui était aussi utilisé par l'Organisation mondiale de la santé pour développer leur enquête internationale sur les mesures de santé mentale. Oui? Une question particulière. Il semble que cet acétate-là, moi, je ne la retrouve pas. C'est possible parce que j'ai dû vous envoyer, c'est un bon point, j'ai dû envoyer la documentation il y a au moins une semaine, puis il y a eu des petites modifications, mais ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que vous allez en recevoir une version électronique, et vous allez avoir tout le détail de ce que vous avez ici. Je m'en excuse, il y a eu des changements, des petits ajouts de dernière minute. Voilà, donc il y avait une partie de notre questionnaire on a utilisé le même instrument finalement que l'OMS pour développer notre questionnaire, mais bon, on l'a adapté aussi à nos besoins en données, puis à notre situation canadienne aussi. Donc, voilà pour le contenu. Il y a eu quand même passablement d'analyses qui ont été faites avec les données sur la santé mentale. Ça, c'en est un exemple, en fait, qui nous montre que les gens qui avaient identifié avoir des problèmes de santé mentale ont préféré avaient des besoins en santé non comblés. Et l'une des raisons principales qu'ils mentionnaient pourquoi ils avaient des besoins non comblés, c'était qu'ils avaient préféré prendre soin eux-mêmes de certains de leurs problèmes de santé mentaux. Alors, pour nous, c'est un type d'analyse qui est pertinent et qui envoie un message quand même assez fort pour dire pour identifier qu'il y a un besoin de développer des programmes ou encore de modifier nos façons de faire pour aller rejoindre les personnes qui ont un problème de santé mentale pour donc ouvrir des portes dans le système de santé pour eux. Quel type de produits de données on a fait? Donc, comme pour l'enquête annuelle, on a un fichier maître. On a aussi un fichier de partage et un fichier de microdonnées à grande diffusion et des données synthétiques. Donc, c'est pratiquement presque toujours les mêmes types de produits de données. Et le fichier de partage est fait aussi avec les ministères de la Santé, l'ISQ, Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada. Et on fait aussi un tableau CanSim, donc sur le web, il y a un tableau CanSim aussi qui est fait sur un profil, en fait, au niveau provincial avec différents types de santé mentale et selon les groupes d'âge, je crois. Il y a eu de l'analyse qui a été faite et une publication qui s'appelle « La santé de la population canadienne » qui a été faite par Statistique Canada. Et il y a eu un rapport qui s'appelle « De l'ombre à la lumière ». C'est un rapport qui était… Statistique Canada a contribué à l'analyse et il y a des données qui ont été… les données de cette enquête-là, je m'excuse, ont été utilisées pour écrire un rapport qui s'appelle « De l'ombre à la lumière » qui a eu quand même un grand impact pour l'enjeu de santé mentale au Canada. C'est un rapport qui était mené par l'ancien sénateur Kirby. Et donc, ce rapport-là contenait une multitude de recommandations, dont l'une était la formation de voyons, c'est un groupe qui s'occupe
d'amener des enjeux de santé mentale à la Chambre des communes. Il y a eu une commission sur la santé mentale qui a été créée, voilà, puis eux font toutes sortes d'initiatives et reçoivent des fonds du fédéral pour faire des initiatives en santé mentale. Et donc, les données de notre enquête ont servi à élaborer ce rapport-là qui a eu ensuite un impact sur la création d'une commission comme ça. Et c'est pas fini parce que 2012, la santé mentale reviendra comme sujet de thématique à l'ESCC. Donc, il continue à y avoir un besoin en données en santé mentale et Statistique Canada continue de fournir des données dans ce sens-là. Il y a aussi l'Agence de santé publique du Canada qui a publié un rapport qui s'appelle « L'aspect humain de la santé mentale et des troubles mentaux ». Et ça, c'était publié en 2006. Alors, voilà pour la santé mentale. 2 ans plus tard, la composante thématique portait sur la nutrition. Ça faisait très longtemps qu'au Canada, on n'avait pas eu de données détaillées sur la nutrition des Canadiens. Alors, il y avait vraiment un besoin de savoir qu'est-ce qu'on mange et quand on le mange et quels sont les Canadiens, les ménages canadiens qui ont des difficultés à obtenir la nourriture pour répondre à leurs besoins primaires de se nourrir chaque jour. Ce qui est spécial avec cette enquête-là aussi, c'est que c'était la première enquête qui est allée sur le terrain pour prendre les mesures physiques de taille et de poids des répondants. Donc, c'est la première enquête qui nous a donné les estimés d'indices de masse corporelle mesurés. Et aussi, bon, ben, on a recueilli, encore une fois, de l'information sur la santé générale et des corrélats de santé, caractéristiques socio-économiques, etc. À qui s'adressait cette enquête-là? C'est la seule enquête du programme de l'ESCC qui interviewait toute la population canadienne, donc c'était les 0, les bébés et plus. Donc, population de tout âge. Vous allez me dire, oui, mais les enfants ne peuvent pas répondre à une enquête. Les enfants de 0 à 6 ans étaient représentés par leurs parents. De 6 ans à 11 ans, ils étaient assistés de leurs parents, mais il y avait certaines questions auxquelles ils pouvaient répondre eux-mêmes. Et les 12 ans et plus étaient considérés comme des répondants autonomes. Donc, c'était avec eux qu'on menait directement l'enquête. Et c'est une enquête qui était faite aussi en face-à-face. Elle était conduite de janvier à décembre 2004. Et il y a eu un effort qui était fait au niveau de la formation de l'échantillon pour qu'il y ait une représentation. C'était stratifié selon les 10 provinces et selon 15 groupes d'âge et le sexe, et qui était basé sur la classification de l'apport nutritionnel de référence. En termes de contenu, donc évidemment, pour une enquête sur la nutrition, l'intérêt principal, c'était de savoir qu'est-ce que les gens mangent. Alors, il y avait un rappel de 24 heures de ce que les gens avaient mangé. Et c'était fait à différentes étapes. Donc, on commençait par demander aux répondants, qu'est-ce que vous avez dit? Dites-moi ce que vous avez mangé de minuit il y a 24 heures jusqu'à minuit hier soir. Et donc, là, les gens pouvaient dire de façon aléatoire tout ce qu'ils avaient mangé. Puis après ça, on y allait dans une deuxième phase et on leur demandait par certains types d'aliments. On leur posait finalement des questions pour les aider à se rappeler de ce qu'ils avaient mangé et jusqu'à obtenir le détail de, par exemple, la marque de céréales qu'ils avaient mangé le matin et la marque de repas cuisinés qu'ils avaient acheté. Et donc, c'est une enquête pour laquelle on a recueilli énormément d'informations et qui a demandé énormément de travail au niveau de la codification par la suite pour arriver à dire que les Canadiens ont consommé telle quantité de sodium sur une période de 24 heures en 2004. Alors, il y a eu beaucoup de codage qui a été fait. Et comme le contenu, le développement de l'enquête était basé aussi sur quelque chose qui avait été fait aux États-Unis, il a fallu tout adapter le contenu pour les besoins du Canada et même les besoins, adapter les produits en fonction des provinces. On sait que des fois, les recettes changent. Apparemment qu'au Québec, on a la dent plus sucrée. Alors, des fois, les recettes changent d'une province à l'autre. Alors, il y a eu énormément d'efforts de codage et c'est une enquête qui fournit aussi énormément d'informations, tant au niveau des aliments que de toute la décortication de ces aliments-là pour en venir aux vitamines, la consommation de vitamines, minéraux, protéines, suppléments vitaminiques, etc. Donc,
C'était assez détaillé. Et ce que les intervieweurs faisaient pour avoir une idée des quantités de portions, c'est qu'ils avaient avec eux un livre de modèles de portions. Alors, c'était un livre qui montrait des tailles de verre, des assiettes avec différentes tailles de portions à l'intérieur. Et l'intervieweur montrait ça au répondant, puis il disait, mais vous avez mangé des patates pilées hier avec votre steak haché. Bien, vos patates pilées, est-ce que c'est plus comme ça ou comme ça? Donc, c'était très, très détaillé comme information. Oui, c'est ça. L'échantillon était de 35 000 répondants. Il y avait eu... Oui, c'est ça. Ouais. Alors, voilà pour le contenu de l'enquête et la façon de procéder, etc. Évidemment, c'est une enquête qui a attiré beaucoup l'attention de nos chercheurs et des médias, puis on en entend encore parler récemment. Plus récemment, là, ce qui ressort dans les médias, c'est la consommation de sel. On a été plus sensibilisés récemment à notre consommation de sel, mais ça vient en partie de cette enquête-là. Il y a eu des analyses qui ont été faites. On a un analyste à l'interne, Didier Garriguet, qui est un expert dans l'utilisation de tous les fichiers de cette enquête-là. Puis il a publié énormément de rapports dans les rapports sur la santé de StatCan. Et donc, ça attire régulièrement l'attention des médias. Il y a une des études qui nous a montré que, puisqu'on sait quand est-ce qu'on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils mangent, mais aussi à quelle heure, on a pu voir qu'on aime bien nos collations au Canada parce que le quart des calories qui sont consommées dans une journée proviennent des collations, puis c'est vrai particulièrement chez les jeunes. Donc, c'est un phénomène assez intéressant. Puis, cela a aussi confirmé qu'on aime bien manger dans la restauration rapide parce que le tiers des aliments consommés, entre autres par les 14 à 30 ans, provenaient de restauration rapide. Donc, ça, c'est juste une petite parcelle du type de résultats ou d'analyse qui a été faite avec les données de cette enquête-là. Encore une fois, on a un fichier maître. On a aussi un fichier de partage. Il y a deux types de fichiers pour cette enquête-là qui ont été créés. Il y a une composante de santé générale, donc qui va ressembler à toutes les autres enquêtes, et il y a 9 fichiers qui portent plus précisément sur ce que les gens ont mangé puis qui les décortiquent. Ça a créé, c'était un défi supplémentaire pour cette enquête-là, c'était de partager cette information-là avec les provinces parce que les fichiers contiennent des noms de marques et ce n'est pas évident qu'on peut partager cette information-là sans autorisation avec les provinces. Donc, on travaille sur rendre le tout légal avant de pouvoir partager le tout avec les provinces et je crois que l'entente de partage a été faite avec le Québec, puis je pense que vous avez accès déjà au fichier, si je ne me trompe. Là, ben, on a déjà des données. Okay. On s'est les séparés avec l'INSPQ. L'ISQ et l'INSPQ sont séparés les groupes d'âge. Savoir si qu'est-ce qu'il y a de nouveau, je ne suis pas certain. Pardon? Nouveau, si on a reçu un nouveau fichier avec des données de partage, ça se peut que ça soit. Parce qu'il y avait, c'est ça, il y avait le fichier de santé générale et il y avait aussi les fichiers, tous les fichiers d'aliments. Mais c'est ça, je sais que c'est en cours, alors si vous ne les avez pas, ça va être sous peu, là, parce que ces accords-là sont en train de se faire. Sinon, Statistique Canada puis Santé Canada ont travaillé conjointement pour produire un compendium de tableaux. Donc, apport nutritionnel provenant des aliments. C'est une publication qui a été faite par StatCan puis Santé Canada qui comprend 600 tableaux par une multitude de croisements. Donc, ça, c'est un produit qui est disponible via le site de Santé Canada. Santé Canada a aussi fait un guide d'accès et d'interprétation des données. Donc, si vous planifiez utiliser les données, c'est un outil qui est important de consulter. Ils ont aussi fait une analyse sur la sécurité alimentaire liée aux revenus dans les ménages canadiens. Puis, évidemment, comme je mentionnais, il y a plusieurs rapports sur la santé qui ont été faits à l'interne chez nous. Donc, vieillissement en santé au Canada, c'est un autre thème qui a été touché pour les enquêtes thématiques. On est sur le terrain en ce moment. La collecte se termine le 30 novembre d'ici quelques jours. Le but de cette enquête-là, c'est évidemment de comprendre le processus de vieillissement,
puis de pouvoir produire des données selon le sexe et les groupes d'âge, d'identifier quels sont les déterminants du vieillissement et du vieillissement en santé. Quels sont les besoins de la population vieillissante, puis aussi de faire des analyses en différents états de la santé, puis le bien-être, puis le vieillissement en santé. La collecte, donc, comme j'ai mentionné, elle se termine bientôt. C'est autour de 32 000 répondants âgés de 45 ans et plus qui vivent dans des logements privés. Et on est allé dans les 10 provinces. Donc, c'est une enquête transversale. On faisait des interviews en face à face. Puis la durée moyenne était de 2010. Et on espère diffuser. La date de diffusion n'a pas encore été arrêtée, mais ça devrait être soit à la fin du printemps ou à l'automne 2010. Ça va être une grosse année pour la diffusion chez nous parce qu'on va avoir une diffusion d'une enquête thématique en même temps qu'une diffusion d'une enquête annuelle. Le premier objectif, c'est comprendre le processus de vieillissement. Je disais, le premier objectif, c'est comprendre le processus de vieillissement. C'est une enquête transversale. Oui. Quel module avez-vous développé? Parce que pour moi, un processus, c'est quand même... Et à long terme, hein? Oui, c'est un bon point. Alors, comment comptez-vous vraiment? Je ne sais pas ce que vous avez dit dans cette enquête encore. Alors, qu'est-ce que vous avez dedans qui pourrait effectivement permettre de répondre à cet objectif? OK, c'est une bonne question. Puis justement, j'arrive à un lien avec justement le processus à long terme. Quand on a développé l'enquête transversale, donc de vieillir en santé à Statistique Canada, il y a aussi un groupe de chercheurs qui est en train de développer l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Donc, c'est un regroupement de quelques chercheurs d'université qui mènent cette étude-là et ils ont donc été impliqués dans le développement du contenu de l'enquête. Et donc, on avait une entente de collaboration qui était basée sur des intérêts communs. Et il y a une partie de notre échantillon qui va faire partie de leur enquête longitudinale. Et donc, il y aura aussi du contenu commun à notre enquête qui fera partie de leur enquête. On a demandé l'accord de partage aux répondants pour pouvoir fournir leurs informations, leurs renseignements à le LCV, l'enquête longitudinale canadienne sur le vieillissement. Alors, et eux, c'est un projet vraiment à très, très long terme, dans le sens que c'est, je crois, c'est 20 ans, leur vision pour une enquête longitudinale. Donc, on a ici listé tous les modules qui font partie de l'enquête. Ce qui est spécial avec cette enquête-là, c'est la première fois qu'on le faisait à l'ESCC, c'est qu'on a mesuré 6 fonctions cognitives directement avec les répondants qui avaient demandé de la programmation. Donc, il y a une des mesures qui était de faire entendre 15 mots et de demander aux répondants de répéter quels mots ils se rappelaient de ce qu'ils venaient d'entendre. Ensuite de ça, on leur demandait une liste de nous donner, nommer le plus d'animaux possible sur une période de temps donnée. Réciter l'alphabet, compter en alternance A1, B2, C3, alors pour évaluer certains processus cognitifs, compter jusqu'à 20. Puis une fois qu'on leur avait fait faire ça, on leur demandait, pouvez-vous énumérer les mots qu'on vous a fait entendre au début de cette évaluation-là. Donc, ça va être aussi un défi au niveau du traitement parce qu'on a enregistré les répondants. Alors, de savoir comment on va rendre cette information-là en chiffres dans des tableaux de données, ça va constituer un défi pour cette équipe-là pour la prochaine année. Ça a déjà été pensé, mais de le mettre en application puis de rendre ça accessible aux utilisateurs puis que ce soit compréhensible aussi. Le questionnaire a été testé chez les jeunes pour voir la différence. Le questionnaire pour valider, à titre de validation, est-ce que le questionnaire a été testé chez les jeunes pour voir? C'est ça, que quand on utilise des choses comme ça, on ne l'a pas inventé, ça a été basé sur des échelles qui ont été testées déjà auparavant, puis probablement adaptées pour les besoins de l'enquête.
Oui, OK, on va faire une pause technique de quelques secondes. Est-ce qu'il y a des questions en attendant? Oui? Vous avez dit que les Autochtones étaient exclus des enquêtes. Est-ce que, par ailleurs, il y a des enquêtes qui les ciblent particulièrement eux? Oui, il y a une enquête sur la santé des Autochtones. Le nom précis m'échappe. Il y en a une, pardon, pour les adultes, puis il y en a une chez les jeunes aussi qui est faite. Et la raison pour laquelle on les exclut, c'est parce qu'on sait qu'ils ont des caractéristiques qui sont plus c'est que je pense qu'en ce moment, par nos méthodes d'échantillonnage, c'est difficile d'aller les rejoindre directement. Puis les enquêtes sur les populations autochtones, je ne voudrais pas dire des choses qui sont fausses, mais il me semble que ce sont des enquêtes post-censitaires, donc on tire l'échantillon directement du recensement. On est capable. Donc, c'est des gens qui se sont identifiés comme étant autochtones, alors que c'est très difficile. Il faudrait qu'on ait un échantillon énorme pour être capable d'identifier des autochtones, puis avoir une composante santé ils ont aussi, je pense qu'il y a des aspects de la santé qui sont différents de ce qu'on mesure. Donc, ils ont des enquêtes vraiment qui sont spéciales à ces groupes-là. Mm-hmm. Un petit commentaire. Comme j'ai utilisé un peu les données concernant le volet nutrition, je crois comprendre que c'est les autochtones qui vivent sur les réserves là qui sont exclus. Donc, autrement dit, les autochtones qui vivent donc, hors réserve, à l'extérieur des réserves, ont été interviewés lors de cette enquête. Oui, tout à fait. Pas juste ça. C'est pas seulement parce que quand on parle d'autochtones, ils ne vivent pas tous sur des réserves. Non, c'est ça. Bon, donc je ne parle même pas de milieu urbain, parce que ce n'est pas tous les territoires autochtones qui sont des réserves. Non. Donc le problème, c'est la façon dont Statistique Canada vraiment procède à l'échantillonnage, qui fait que on définit une grappe, ce qui arrive souvent, les communautés autochtones peuvent faire partie tous d'une même nation, plusieurs communautés d'une même nation. Et quand on va faire la grappe, on va juste prendre une communauté sur peut-être 10, et c'est dans cette communauté qu'on va faire l'enquête. En réalité, ça va être juste représentatif de cette communauté, de cette nation. Résultat, ça ne donne rien pour la nation ensemble. Donc, ce n'est pas une question de réserve vraiment, c'est question de comment la grappe initiale est constituée, tout cela, ce qui fait que, bon, on les perd. C'est ça, c'est quand même possible de produire des estimations pour les populations autochtones hors réserve avec les données de l'enquête, mais c'est basé sur... on a une question dans l'enquête qui est la même question qui est utilisée dans le recensement, puis finalement, c'est une déclaration personnelle qu'ils font. On leur pose la question, est-ce que vous êtes autochtone ou non, et si oui, de quel groupe. Mais ils ne sont pas ciblés précisément dans l'échantillon. C'est ça la différence avec l'enquête sur les populations autochtones qui sont, eux, l'échantillon est ciblé précisément. C'est bon? OK. Donc, la prochaine partie porte sur les projets spéciaux, qui est la troisième composante du programme de l'ESCC. Donc, le projet spécial qu'on a en ce moment, c'est l'enquête sur les personnes ayant une maladie chronique au Canada. Vous vous rappelez, les projets spéciaux, ce sont des projets à recouvrement des coûts. Donc, on a des clients précis qui payent pour avoir un projet spécial et on prend la base d'échantillon vient de l'enquête annuelle, le plus souvent l'enquête annuelle la plus récente. Donc, les objectifs pour l'enquête sur les personnes ayant une maladie chronique au Canada, le client, c'est l'Agence de santé publique du Canada. Donc, ils veulent évaluer l'incidence des problèmes de santé chronique sur la vie des gens qui vivent avec ces conditions-là et comment les gens gèrent ces conditions-là et quels sont leurs comportements qui peuvent avoir une incidence sur leurs conditions chroniques et quels sont les obstacles à la gestion personnelle de ces conditions-là. Pour la première vague de collecte, voyons. Donc, la première vague a porté sur l'arthrite et l'hypertension.
Donc, l'échantillon a été fait à partir de l'ESCC de 2008 parce qu'on a des questions qui demandent aux gens s'ils ont été diagnostiqués avec l'arthrite ou s'ils ont été diagnostiqués avec l'hypertension, entre autres. Et donc, on prend l'échantillon de l'enquête annuelle de 2008 pour faire ce projet spécial-là. Donc, c'est pour la population âgée de 20 ans et plus et ça permettra de faire des estimations au niveau national. Parce qu'on aura un échantillon de 11 500 personnes. Donc, l'interview téléphonique va être de 25 minutes et la collecte a été faite en février-mars de 2009. Pourquoi on a une enquête qui est si courte à comparer aux autres enquêtes? C'est que pour minimiser le fardeau de réponse des répondants, on ne va pas leur redemander plein de questions sur leur état de santé général qu'on leur avait déjà posé en 2008 parce que les périodes de référence sont assez rapprochées pour assumer émettre l'hypothèse que ça n'aura pas changé tant que ça entre le moment où on les a interviewés en 2008 et le moment où on a fait cette enquête spéciale-là en 2009. Pour couvrir ces deux sujets-là, on a dû avoir deux questionnaires complètement différents et les gens qui avaient déclaré avoir les deux conditions chroniques auront été sélectionnés pour l'un ou l'autre. Ils ne feront pas partie des deux enquêtes. Le contenu sur l'arthrite est quand même assez long et ce sont des plus petits modules. Et le contenu sur l'hypertension, il y a moins de modules, mais les modules sont un peu plus longs. Mais en termes de temps, ça s'équivaut pour l'un et l'autre. Il y aura le fichier. Oups. Le premier fichier donc, de ce projet spécial-là sera diffusé le 10 décembre. Il y aura une annonce sur notre site web le 10 décembre à 8h30 pour dire que les données sont disponibles. Et ce qu'on va faire, ce qui a été fait, en fait, c'est qu'il y a un fichier principal qui contient les données de ce projet spécial-là avec les données liées à l'enquête annuelle de 2008. Donc, ce sera un fichier qui sera déjà lié. Ça va être disponible pour les partenaires de partage et aussi comme fichier maître. Et le fichier maître sera disponible dans les centres de données de recherche. Et les prochains sujets pour 2011, ça va être l'arthrite et les maladies respiratoires. Donc, on coupe encore, on peut continuer, OK. Donc, la dernière partie, c'est, je vous ai parlé de plein de fichiers. Maintenant, je vais répondre à comment on peut y accéder. Donc, fichier maître, fichier de partage, fichier de microdonnées et fichier de données synthétiques, comment peut-on y avoir accès? Les fichiers maîtres, l'accès est restreint aux employés de Statistique Canada ou encore aux employés réputés de Statistique Canada. Qu'est-ce que c'est un employé réputé de Statistique Canada? C'est quelqu'un qui aura fait le serment de protection de la confidentialité, puis qui pourra accéder aux données soit au bureau central à Ottawa ou encore par le biais des centres de données de recherche qu'on a un peu partout au Canada. Quand on dit employé réputé, ce n'est pas que pour la période d'utilisation du fichier, mais on est employé réputé à vie. Donc, quand on porte le serment de non-divulgation de renseignements confidentiels, on le porte maintenant, mais pour jusqu'à la fin de nos jours. Donc, j'ai laissé le site web ici, le lien au site web pour avoir plus d'informations sur les centres de données de recherche. Le fichier de partage, l'accès est limité aux partenaires de partage, évidemment, donc les ministères de la Santé des provinces et l'ISQ. Et dans certains cas, il y a le partenaire de partage fait aussi un partage avec une tierce partie. Et les fichiers auront une pondération qui sera ajustée à ce type de fichier-là aussi. Donc, il y a moins d'enregistrements, mais les estimations pourront quand même être représentatives de la population canadienne. Pour ce qui est du fichier de microdonnées à grande diffusion, il est disponible gratuitement dans plusieurs bibliothèques universitaires à travers le pays via une initiative de démocratisation des données. Donc, il y a le lien ici au site web de démocratisation des données. Donc, vous pouvez accéder là ou encore en faire la demande directement à Statistique Canada. Il y a peut-être des formulaires administratifs à remplir, mais vous pouvez obtenir quand même un fichier de microdonnées gratuitement sur demande.
Et quoi faire? Donc, si on ne peut pas avoir accès aux fichiers de microdonnées dans les centres de données de recherche, on ne fait pas partie des partenaires de partage et on n'a pas d'entente de travail ou de tierce partie de partage de tierce partie avec un partenaire de partage. Il y a toujours, et que le fichier de microdonnées ne répond pas à nos besoins en analyse, il y a toujours le fichier de données synthétiques, comme je mentionnais précédemment. Donc, c'est un fichier contenant des fausses données, mais qui imite le fichier maître pour lequel vous pouvez programmer vos programmes en SAS ou en SPSS. Puis, ces programmes-là sont envoyés chez nous à StatCan. Puis, nous, on les roule sur les fichiers maîtres, puis on vous retourne les résultats. Ça, c'est un service aussi qu'on offre gratuitement. Et il faut en faire la demande et la justification, bien entendu. Donc, c'est l'information que je voulais partager avec vous à propos du projet du programme de l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Alors, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, il est 11h30, alors je vais avoir des collègues qui vont être ici aussi cet après-midi pour parler de l'enquête nationale sur la santé de la population, qui est l'enquête longitudinale en santé. Et il y aura quelqu'un aussi sur l'enquête sur la participation et les limitations d'activité et sur les indicateurs de santé. Donc, ça va reprendre à 1h. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Puis, c'est ça, si jamais vous avez des questions, simplement les acheminer à cette adresse courriel. Puis, comme j'ai mentionné plus tôt, on va s'assurer que la présentation vous est envoyée aussi de façon électronique. Merci beaucoup.